compañeros, tenemos aquí al presidente de la Asociación Marroquí Pro Derechos Humanos, Asís, y vamos a hacerle una serie de cuestiones acerca de la situación de los derechos humanos en Marruecos y cómo podemos ayudar desde nuestro sindicato. Entonces, muchas gracias, Asís, por venir. La primera cuestión es si se sabe a día de hoy cuántos presos políticos hay en Marruecos. Il vous donne la bienvenue. Et sa question est que si vous savez combien de prisonniers politiques il y a au Maroc. Merci pour l'invitation, chers camarades. Pour la question des prisonniers politiques au Maroc, chaque année, la MDH travaille sur un rapport annuel sur la situation des droits humains, y compris la situation des prisonniers politiques. Cette année-là, on peut parler qu'on a 245 prisonniers politiques au Maroc. Ou bien 245 des gens qui sont poursuivis pour leur opinion au Maroc. Il y a ceux qui sont en prison, il y a ceux dont la procédure pénale est en cours au tribunal et tout ça. A nivel general, ¿de qué se les acusa y cuál es la razón real de su encarcelamiento? Porque suponemos que a veces la acusación no se corresponde con realmente el motivo de la persecución. Si nos puedes decir. En général, de quoi on les accuse et quelle est réellement la raison pourquoi on les met en prison. Non, pour la raison pourquoi, tout simplement parce qu'ils ont des avis différents de l'État marocain. L'État marocain ne tolère plus des avis différents de ce qu'ils disent. Donc c'est à cause de leur exercice, à cause de leur travail, parce que parmi les prisonniers politiques, il y a des journalistes qui sont très connus par leur style très fort critique contre l'État marocain, c'est pourquoi ils sont en prison, ça d'une part. Et le problème qu'on a dernièrement, lors de ces dernières années, ce sont des prisonniers à cause d'un statut sur Facebook ou bien d'une action sur les réseaux d'Internet. Tu peux être emprisonné pour 3 ans de prison. C'est le cas de Saïd El-Alami, une jeune Marocaine qui a critiqué l'État marocain sur Facebook et maintenant elle perd ses 3 ans de prison à Casablanca. Mais quelle est l'accusation directe de l'État marocain? Parce qu'on suppose qu'il ne dit pas on est en prison car ils ont parlé librement. Tout simplement, elle parle de non-respect à une institution nationale. C'est très clair si on parle de l'institution royale. Ils peuvent te poursuivre pour non-respect à un organisme étatique. On parle du ministre de l'Intérieur, de la police et tout ça. Donc eux, ils ne vont pas te dire parce que tu as écrit sur Facebook, tu seras accusé. L'accusation, elle est manipulée de telle manière que tu as touché aux lignes rouges au Maroc, c'est-à-dire la famille royale, ou bien le roi, ou bien d'autres sacralités comme le ministre de l'Intérieur et tout ça. Donc c'est ça, en général, les accusations. ¿De cuántos años de cárcel estamos hablando de pues, la gente que le piden más años de cárcel o cuál es el número de años que suelen pedir para estos prisioneros? Il demande combien d'années il demande normalement de prison aux personnes. Les peines les plus grandes, les peines les moins fortes. Les peines les plus grandes, c'est celles des militants du RIF, des détenus politiques du RIF, parce qu'il y avait des peines de 20 ans, 15 ans, 10 ans. Pour les journalistes, il y a Tawfiq Bouachrin, 15 ans de prison, Souleymane Rissouni, 5 ans, Omar Radi, 6 ans, Saïd El-Alami, 3 ans, Ben Chkroun, c'est 3 ans, donc ça varie entre 2 ans et 20 ans. Donc il y a un zéro qui s'ajoute. ¿Cuál es la situación de estos prisioneros en la cárcel? Pues a diferentes aspectos. Si hay torturas, si ha habido, qué tipo de torturas se han hecho y situación en prisión del tipo pues aislamiento, tanto con otros prisioneros como si tienen acceso a visitas, a la familia, a sus abogados, comida que reciben en prisión, si es adecuada, condiciones higiénicas, acceso a libros o a situaciones básicas, pues, por ejemplo, tener un sitio para poder leer o estudiar. Une prison, c'est une prison. Pour les tortures, l'État marocain passe beaucoup vers les tortures psychologiques plus que physiques. Par exemple, je donne le cas de Omar Radi et Souleymane Rissouni. Ils empêchent l'arrivée des livres, ils ne peuvent pas avoir de livres, ils n'ont pas accès pour faire leurs études. D'ailleurs, Souleymane Rissouni a commencé à écrire un roman
sur sa situation. Lorsqu'il a été transféré de prison de Rokasha vers une autre prison, ils ont enlevé tous les documents, y compris le livre sur lequel il travaille. Toufiq Bouachirine, de même, il n'a pas accès ni aux plumes, ni au stylo, ni au papier. Aujourd'hui même, on est en train de parler aujourd'hui, je viens d'entendre que l'avocat de Maître Ziyan, qui était un ex-ministre des droits humains qui est emprisonné à Argel, ils l'ont empêché, son avocat, de le voir. Aujourd'hui même, lorsqu'on est en train de parler, on est le 5. Aujourd'hui le 5, l'avocat de Maître Ziyan était empêché de voir, le détenu sans aucune expression, sans aucune excuse. Et lors de la période de Covid, les prisonniers, ils ont beaucoup souffert parce que c'était l'arbitraire. Et en question humanitaire, le thème d'hygiène, de nourriture, etc. Il y a toujours, c'est parce que pourquoi j'ai dit un prison, c'est un prison. Les conditions incarcérales au Maroc, il est infernal. Donc les prisonniers, par exemple, je prends le cas de Saïd Al-Alami. Saïd Al-Alami, il est mis dans une isolation totale depuis 2 ans maintenant. Même les prisonniers qui sont avec elle, ils l'empêchent de parler avec Saïd Al-Alami. Ils l'empêchent tout contact, même la récréation, tout ça, il l'a fait tout seul. Même lorsqu'ils veulent l'emmener vers l'hôpital, lorsqu'il a des crises de santé, il exige qu'il soit menotté pour aller à l'hôpital. Donc les conditions incarcérales sont très 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 difficiles. Una écouté ici, bueno, escuchamos hace un tiempo, sobre todo ahora creo que unos 3-4 años, casos de torturas físicas a presos del RIF y cuestiones, por ejemplo, recuerdo haber escuchado una huelga de hambre en la que Nasser Safsawi se llegó a coser la boca para... Y luego la situación de una, no sé si está presa, pero que ha recibido muchas torturas en el Sáhara ocupado, Sultana Jaya. No sé si... Demande pour les tortures physiques. Pour le cas, vous avez parlé du cas de Zevzafi, oui, et il y avait même un rapport officiel du Conseil national des droits humains qui a parlé qu'il y avait de torture contre Zevzafi et contre les détenus de l'île. Mais malheureusement, ni le tribunal ni l'État marocain ne veulent pas reconnaître ce rapport-là, alors que c'est un rapport qui a été établi par une institution constitutionnelle. Le Conseil national des droits humains, il a parlé qu'il y avait des tortures, que par exemple il y avait les photos de Zevzafi qui ont circulé tenues, beaucoup de données sur lesquelles on est arrivé, et même les gens qui travaillent sur la question des droits humains, ils ont beaucoup de preuves qu'il y avait de torture contre les détenus du RIF. Mais malheureusement, l'État marocain essaie toujours de ne pas reconnaître ces faits. ¿Qué podemos hacer en España y en concreto desde la CNT para ayudar a los presos políticos que están en las cárceles de Marruecos? Je pense que ce que doit faire l'État espagnol ou bien le syndicat, c'est très clair. Mais non, au Maroc, on a besoin d'un appui pour la démocratie. On ne peut pas parler de questions de droits humains dans l'absence d'une démocratie dans le pays. Donc on ne peut pas parler tout simplement, on va donner de l'aide aux Marocains, on va essayer d'aider les associations, alors qu'on a besoin d'un appui politique pour avoir une démocratie au Maroc. Et lorsqu'il y aurait une démocratie, on peut parler des droits humains. Et de ceci, il y a la responsabilité de l'État espagnol. Malheureusement, lorsqu'il y a un rapprochement entre l'État espagnol et l'État marocain sur la question de migration, l'État espagnol, elle ferme les yeux sur tout ce qui se passe au Maroc. Même il y avait des journalistes, il y avait des avocats, des responsables d'associations qui ont été interdits d'entrer au Maroc et on n'a rien vu de réaction de l'État espagnol. Tout simplement, je pense hier, ou bien avant-hier, il y avait un avocat espagnol qui a pris l'avion de Madrid à Lyon. Ils l'ont empêché de descendre de l'avion et on n'a pas vu de réaction de l'État espagnol envers un citoyen avocat espagnol qui a été interdit d'entrer dans un pays, entre parenthèses, ami. Donc il y a une grande responsabilité de l'État espagnol parce que lorsqu'on parle de questions de droits humains, c'est question d'universel. Et d'avoir le politique de voisinage avec l'Union européenne, ça doit obliger l'Union européenne à faire de la pression sur l'État marocain pour qu'on aura les droits humains. C'est très simple, ça fait maintenant 25 ans qu'on n'a pas eu une réclamation des parlements européens contre les questions des droits humains. Tout ce qui a été fait dernièrement, il n'a pas donné ce qu'on attendait des parlements européens parce que tout simplement, il a demandé, on doit refaire les procès, on doit améliorer la situation des prisonniers, mais il n'a pas demandé
d'une manière claire la libération des détenus politiques. Alors qu'on a besoin d'une reconnaissance des détenus politiques, on a besoin d'une demande de libération des détenus politiques. Ça, pour l'État marocain, pour les syndicats, oui. Le syndicat, il est présent dans pas mal d'instances internationales, donc il doit exercer son rôle, soit directement, c'est-à-dire à travers les syndicats au Maroc, parce que les syndicats, par exemple, les syndicats, ils sont membres dans le conseil consultatif marocain, dans les consultants. Donc, on n'a jamais entendu un syndicaliste qui parle des détenus politiques. Donc, le syndicat doit exercer aussi ce rôle-là à travers l'UMT, à travers CDT, à travers beaucoup de choses. Ça d'une part. D'autre part, le syndicat, surtout ici en Espagne, d'évoquer la question des journalistes, d'évoquer la question du droit d'expression au Maroc, je pense que ça relève de sa responsabilité. ¿Cuál ha sido la evolución de los derechos humanos en Marruecos desde el inicio del reinado de Mohamed VI hasta hoy? ¿Y qué evolución ha habido desde 2011 hasta hoy? Non, je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir lorsque Mohamed VI est venu au pouvoir. Parce que tout le monde parle, c'est le roi des pauvres, on dit ouais, une ouverture, on va faire beaucoup de choses. Mais après 20 ans, en 2017 avec les événements de RIF, il y avait 1700 prisonniers politiques. C'était même pas lors de ce qu'on appelle les années de plomb. Et même, moi personnellement, je le dis toujours, que la situation des droits humains est plus mauvaise que dans les années 70. Tout simplement, pourquoi? Parce que lors des années 70, lorsqu'il y avait les procès contre les militants marxistes-léninistes marocains, oui, il y avait 20 ans de prison, mais c'était des militants qui cherchent le pouvoir. Dans le Hirak de Rif, les gens cherchent une école, un hôpital, et ils ont écopé 20 ans de prison. Donc il y a une différence entre quelqu'un qui cherche le pouvoir et quelqu'un qui est sorti pour des droits socio-économiques et de le voir avec 20 ans de prison. Donc il y a une régression, il n'y a pas une progression, c'est la question des droits humains. Bueno, ¿qué evolución ha habido desde el comienzo de la represión del Hirak y cuál es la situación actual en el RIF? La situation actuelle au RIF, il y a un statu quo. Personne ne peut sortir dans la rue pour manifester. C'est comme s'il y a un état de siège à Hoceima et dans le RIF. Personne n'en parle. Même, vous avez parlé de la responsabilité des Espagnols. Il y a des relations très étroites entre le nord du Maroc, le RIF et l'Espagnol, mais personne n'en parle de la situation. C'est comme si, en emprisonnant les détenus politiques de RIF, comme ça, le problème il est résolu. La pauvreté, elle est toujours là à Hoceima. Les hôpitaux ne sont pas à Hoceima. L'université dont elle parlait, elle n'est pas. Si tu prends le cahier de revendication des militants de RIF, il est à jour maintenant. Mais tout simplement, il y a des détenus politiques. C'est vrai, il y avait libération de pas mal. Maintenant, il reste 8 prisonniers politiques. Mais les 8 qui restent, Zivzafi, est-ce qu'on doit attendre 20 ans pour voir le Zivzafi en dehors des prisons? Donc, il y a une responsabilité morale. Je ne parle pas uniquement du gouvernement espagnol, mais de tout le monde. Bueno, ¿cuál es la situación de los presos políticos rifeños a día de hoy? Eso de condiciones en la cárcel y sobre todo cuáles son las perspectivas con respecto a estos prisioneros. Es decir, se espera que vayan a estar esos 20 años en la cárcel, está habiendo movilizaciones en Marruecos. Je pense que la MDH, la question des détenus politiques, elle était toujours présente. Dans nos rapports, dans nos communiqués, chaque 15 jours, on a une réunion du bureau central, il y a la question des détenus politiques qui est présente. Le 24 juin, on va démarrer une campagne internationale pour libérer les détenus politiques au Maroc. Le slogan, ce sera « Zéro détenu politique au Maroc ». Il y a pas mal de personnalités de l'Amérique, de l'Europe et de la région MENA, c'est-à-dire Méditerranée Nord-Afrique, qui vont nous rejoindre dans cette campagne. On va adresser des lettres aux rapporteurs spéciaux, on va adresser des lettres au Parlement européen, à tout le monde. Et par la même occasion, j'invite le syndicat d'être parmi les gens qui vont commencer cette campagne parce qu'elle est inacceptable au XXIe siècle d'emprisonner quelqu'un tout simplement parce qu'il a exprimé son avis ou bien parce qu'il a critiqué le travail d'un gouvernement. Je pense que le syndicat, votre syndicat, il est la bienvenue. On va essayer de partager avec vous
même s'il y a des personnalités du syndicat qui veulent adhérer à cette compagnie, seront les bienvenus. Merci beaucoup. ¿Cuál es la situación en el Sáhara ocupado a día de hoy? Y también nos interesa el tema de la guerra, porque oficialmente ha habido una ruptura de alto el fuego, hay una situación de guerra, no sabemos cuál es la situación real, cuál es el nivel de... Y también de los jóvenes, marroquíes en el servicio militar. Pero bueno, empezamos si quieres por el Sáhara ocupado. Pour la question du Sahara, la MDH, notre position elle est très claire. On doit trouver une solution pacifique immédiatement qui empêche d'avoir une guerre dans la région. Malheureusement, c'est un dossier qui a traîné beaucoup. Les Nations Unies ont perdu beaucoup de temps. De parler du référendum, de parler de tout ça, je pense que c'est quasiment impossible maintenant de faire un référendum dans le Sahara parce qu'il y avait un grand changement démographique dans la région. Par exemple, les bases sur lesquelles les Nations Unies voulaient faire un référendum, c'était les réfugiés de Tindouf, ils vont voter, les Marocains les Sahraouis, ou bien les personnes qui vivaient au Sahara pendant 5 ans, d'une manière continue, ou 10 ans d'une manière discontinue. Depuis 1981 à aujourd'hui, la situation a changé. Donc, qui est-ce qui a le droit de voter? C'est très difficile de le déterminer. Donc, il faut trouver d'autres alternatives pour trouver une solution, pour éliminer une guerre, parce qu'on ne peut pas parler qu'il n'y a pas de guerre, parce qu'on entend de jour en autre qu'il y a des morts des deux côtés, mais personne ne veut reconnaître qu'il y a une situation qui est très difficile. Malheureusement, c'est un conflit qui est resté beaucoup dans l'ombre de la scène politique mondiale. Donc il faut un effort très important pour pousser les gens qui sont en train maintenant de négocier pour arriver à une solution. Je ne suis pas très optimiste sur ce sujet-là parce que maintenant tout le monde sait des Mistora. C'est un rapporteur, bien sûr, maintenant c'est attaché au secrétaire général des Nations Unies pour la question du Sahara, mais c'est quelqu'un qui laisse traîner beaucoup les dossiers. Donc on a peur que le dossier reste encore pour une autre décennie dans les couloirs des Nations Unies. Pero, ¿qué solución se puede ofrecer teniendo en cuenta que, por ejemplo, la postura oficial del gobierno español es a favor de una autonomía, pero qué credibilidad tiene una autonomía cuando personas como el RIF está metiendo gente 20 años en la cárcel por pedir hospitales, ¿no? ¿Qué se puede hacer? La position du gouvernement espagnol, c'était très simple. Le gouvernement espagnol a monnayé avec le gouvernement marocain la question du Sahara contre l'immigration. Je ferme le nord pour l'immigration et on peut parler même, tu as parlé de la question de l'autodétermination. Il n'y a pas, et même vous pouvez poser la question à Sanchez, est-ce qu'il a vu un document officiel sur l'autodétermination? Il n'y en a pas. Parce que l'État marocain, il demande aux Sahraouis d'accepter le principe d'autodétermination et après on va vous dire qu'est-ce que c'est que l'autodétermination. Con respecto, está un poco en el tema, nos interesa la cuestión del posible retorno de los refugiados de Tinduf y sobre todo la situación de los presos políticos saharauis. ¿Cuántos presos políticos saharauis se estima que hay? Y la situación a nivel de torturas, poder manifestarse en el Sahara. Je pense que oui, c'est les rapports faits par le CODESA, faits par l'AMDH, toujours ils s'arrêtent sur la situation de torture, sur la répression des manifestations. Je pense que je me souviens, lorsque l'équipe d'Algérie a gagné lors de la Coupe des Arabes qui a été faite, il y avait des manifestations tout simplement par joie pour le gain de l'Algérie, il y avait une répression très forte. Donc la répression, elle est là. Et tant qu'on n'a pas arrivé à une solution qui pousse à la résolution de ce problème-là, la situation de question des droits humains sera toujours une question très importante et la répression sera toujours dans la région. Donc le rôle de l'Espagne, le rôle de toutes les Nations Unies, c'est de pousser vers une solution. Tout simplement ne pas trouver des alternatives que faire durer ce problème-là, parce qu'il y a des gens qui perdent leur vie, qui perdent leur qualité de vie à cause de ce problème-là. A nivel de Sáhara ocupado, pero también de todo el Estado marroquí,
nos interesa la situación de las libertades de prensa, de expresión, de reunión y de manifestación. Oui. Has hablado un poco de Oui, eso. je pense que la question, la réponse, elle est la même. Maintenant, au Maroc, on ne peut pas parler de presse indépendante. On a des journalistes indépendants qui arrivent à écrire de temps à autre, mais on n'a pas de presse indépendante. C'est très clair. Y con respecto a los sindicatos y sindicalismo en Marruecos, ¿cómo es el sistema de sindicatos en Marruecos? Si hay sindicatos oficiales que están a favor del régimen, si hay sindicatos independientes que hablan de estas cuestiones como habléis vosotros. Pour les syndicats, oui, il y a une histoire syndicale au Maroc. Mais malheureusement, les revendications des syndicats ne s'élèvent pas à une revendication politique. Par exemple, la résolution 87 qui garantisse le droit d'avoir un syndicat, d'avoir un comité, le Maroc n'a pas signé cette convention. Alors que c'est la convention de base du travail syndical. On ne peut pas parler de syndicat alors que le Maroc n'a pas ratifié cette convention. De même, il y a pas mal de bureaux syndicaux qui n'ont pas le reçu, bien le récépissé pour travailler. Donc, on a des centrales syndicales. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le taux de syndicalisation au Maroc il est très faible. Il est aux alentours de 4,5%. Et on a maintenant au Maroc un autre phénomène, c'est le phénomène des coordinations. Par exemple, on a les professeurs, bien, les professeurs qui ont été obligés de signer des accords avec l'État marocain pour travailler avec des contrats de travail. Ils sont sortis des syndicats et se manifestent dans la rue tout seuls, avec une coordination des professeurs qui ont été obligés de signer cet accord-là. Et lorsqu'on parle de ces profs, on parle de 120 000 professeurs qui ne sont pas syndicalisés et qui sortent dans la rue. Tout simplement parce que les syndicats n'arrivent pas encore à pousser le débat syndical vers le vrai sens et laisser un petit peu de trouver beaucoup de consensus avec l'État marocain pour arriver à un consensus pour exister. Et d'ailleurs, cette dégradation de débat syndical, c'est cette dégradation qui a poussé l'État marocain à essayer un petit peu de limiter le champ syndical. Il y a maintenant le droit de grève. Ils sont en train de préparer une loi pour réglementer la grève. Nous, à la MDH, on a vu la première mouture, ça ne répond pas aux normes des Nations Unies ou bien de l'BIT sur la question de la grève. L'État marocain essaie un petit peu de faire une loi sur les syndicats, comment faire un syndicat, et essaie un petit peu de monnayer, d'avoir le syndicat et les subventions de l'État, mais on doit laisser tomber le droit de la grève. Donc le droit de la grève, selon la mouture qui est maintenant au Parlement, il sera impossible de faire une grève. Je donne un exemple. Si on est dans une usine et on veut faire grève, si le patron de l'usine il vient avec une commande, tu n'as pas le droit de faire la grève. Tu dois exécuter la commande parce que c'est une urgence et tout ça. Et la procédure pour faire la grève, ça devient très long. Tu dois écrire au patron, le patron doit écrire à l'inspecteur du travail doit convoquer les syndicats et on commence à discuter. Et lorsque l'inspecteur du travail voit ou bien décide que les revendications ne sont pas très légitimes, tu n'as pas le droit de faire la grève. Donc il essaie un petit peu de verrouiller le droit de la grève au Maroc. Pero según tú dices, lo que está apareciendo es como en la práctica un sindicalismo fuera de los sindicatos oficiales, ¿no? Porque ese mecanismo de coordinación, de hecho, están... Oui, tout ça, parce que les syndicats ne répondent pas aux besoins des ouvriers et des fonctionnaires, donc les gens essaient de chercher des alternatives. Parmi les alternatives, ce sont ces coordinations. Soit des coordinations, ou bien des syndicats qui ne sont pas des syndicats décentrales, tout simplement des syndicats étatiques. Je prends l'exemple des FNE. Les FNE, c'est un syndicat qui s'intéresse uniquement aux enseignants. Il ne s'intéresse pas aux autres secteurs. De même, au sein des médecins, il y a un syndicat libre des médecins du secteur public, s'intéresse uniquement à la tranche des médecins dans le système de santé. Donc on essaie un petit peu de sortir de cette vision syndicale globale vers soit des coordinations, soit des syndicats sectoriels. Et ceci affaiblit le travail syndical. Parce que pour un gouvernement, c'est facile de discuter avec un syndicat qui travaille sur une seule tranche et d'oublier le reste, c'est-à-dire les ouvriers et tout ça. ¿Tenéis noticias de huelgas o de esos trabajos de coordinación fuera de los sindicatos oficiales en
multinacionales en empresas españolas que tengan fábricas en Marruecos o en campos que sean... Non, oui, c'est très simple. Dans toutes les zones franches au Maroc, tu n'as pas le droit d'avoir un bureau syndical. C'est très simple. Et même, si on prend par exemple pas mal de sociétés espagnoles qui travaillent sur la question du textile, les conditions de travail sont similaires à celles de Bangladesh. Mais malheureusement, la presse espagnole, les syndicats espagnols ne s'intéressent pas beaucoup aux conditions de travail dans les sociétés espagnoles qui sont au Maroc. Bueno, nos interesa si nos puedes decir un poquito acerca de los derechos sociales en Marruecos, como por ejemplo el acceso a la educación, a la sanidad, vivienda, salario digno, jubilación, seguridad social. Oui, si on parle de la question de la couverture médicale, 55% des Marocains n'ont pas de couverture médicale. 75% des gens qui sont à la retraite n'ont pas de pension. Donc la situation elle est très délicate. Sur la question de l'éducation, maintenant, on a 1,5 million de jeunes Marocains qui ne sont ni à l'école, ni dans la formation professionnelle, ni dans le travail. Ils sont nulle part. Et lorsqu'on parle d'1,5 million, c'est pas quelque chose de peu. Pour la question aussi du travail, maintenant, le taux de chômage au Maroc cette année-là est passé de 12,9 à 14%, donc il y a une augmentation du chômage au Maroc. Et cette année-là, on parle d'une perte de 280 000 postes de travail. Donc, de perdre 280 000 de postes de travail, ça a donné que maintenant le taux de chômage, lorsqu'on parle de chômage entre 15 et 60 ans, il est de 1 750 000 chômeurs au Maroc. Et c'est un nombre qui est très élevé. Et lorsqu'on parle de chômage, ce serait en général, si on essaie de zoomer, on va trouver que les chômeurs avec des diplômes élevés, il est très important. Si nos pudieras decir algo acerca de los niños que viven en la calle y de los menores migrantes no acompañados. Oui, c'est une question, surtout pour les jeunes migrants non accompagnés. Je pense que c'est les Nations Unies, tous les documents, tous les pactes, et donnent une protection pour ces enfants-là. Mais malheureusement, il y a pas mal de transferts qui se font entre l'Espagne et le Maroc. Et même les conditions de détention de ces jeunes dans pas mal de centres ici en Espagne ne répondent pas aux normes. Et les enfants qui sont dans la rue Oui, oui, lorsqu'on parle d'une situation pour les gens, soi-disant, qui ont un statut bien équilibré, donc pour les gens dans la rue, sont laissés à la rue. Même la société civile, elle ne donne pas beaucoup d'importance à ces jeunes parce qu'elle n'a pas les moyens et leur nombre est très important. Si nos pudieras hablar un poquito de movimientos sociales en Marruecos, sobre todo pues críticos o independientes con el régimen. Estáis, bueno, vosotros como Asociación de Derechos Humanos, pero has hablado de estas coordinaciones sindicales fuera de los sindicatos oficiales, pero ¿qué otros movimientos sociales hay hoy en día en Marruecos? ¿Y qué queda del movimiento 20 de febrero? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Si queda algo de eso? Je pense que cette situation-là, c'est-à-dire de ces coordinations, l'éloignement des syndicats, l'éloignement de pas mal d'instances, ça a donné des actions éphémères et qui ne sont gérées par personne. Si on prend le Hirak de Rif, c'est un exemple. Le Hirak de Rif était déclenché par la population. Ajrada de même, Azagoura de même. Donc au Maroc, on assiste à des mouvements sociaux qui sont générés par la population. À cause de tous ces problèmes-là, on a des gens dans la rue et qui manifestent, qui demandent pas mal de droits. Et leur situation, il y a toujours la répression. C'est la seule solution que trouve l'État marocain. Mais ça n'empêche qu'il y a des associations qui travaillent sur la question des droits humains. Mais la répression, ça n'a pas permis l'évolution des mouvements sociaux dans le Maroc. Muy importante, nos interesa que nos hables un poco sobre fronteras, migraciones, tanto de gente originaria de Marruecos como de migrantes del África subsahariana que están en Marruecos, tanto buscando un refugio en el propio Marruecos como intentando pasar a España y bueno, especialmente pues la relación de España con
sabemos que subcontrata la gestión de fronteras a Marruecos. Je pense que la question des frontières, la réponse elle est très claire. C'est ce qui s'est passé l'année dernière en Melilla, en Tornado en Melilla. C'est une situation, donc à la MDH, on a établi un rapport bien détaillé sur la situation. On est arrivé à parler qu'il y a 27 personnes qui ont perdu la vie, c'est-à-dire 27 morts, 70 personnes disparues, et il y avait beaucoup de procès contre pas mal de migrants. Et personne n'en parle. Où est-ce qu'il est la responsabilité de l'État espagnol pour ces 70 cas disparus? Personne n'en parle. On parle de 27 cas qui ont été tués, mais on ne parle pas des 70 cas. Personne ne sait où est-ce qu'ils sont passés. Est-ce qu'ils étaient tués? Est-ce qu'ils étaient enlevés par l'État marocain? Est-ce qu'ils étaient enlevés par les Espagnols? Ce sont 70 cas dont personne ne sait. Pour la question des migrants au Maroc, malheureusement, c'est un processus qui a commencé en 2013, c'est-à-dire la légalisation et tout ça. Mais depuis 2015, ce processus-là est arrêté. Il n'y a plus ce processus de légalisation. Et même les conditions de travail, les conditions de vie des migrants, ils deviennent de plus en plus pires. Par exemple, de temps à autre, on assiste, c'est comme si l'État marocain essaie de pousser vers des campagnes de racisme contre ces migrants. C'est ce qui se passe, ça fait maintenant 1 mois ou bien 2 mois, à Casablanca. Là où les Casablancais refusent de donner un loyer pour les migrants, refusent de laisser un peu de travail pour les migrants, de les laisser vivre. Et il y avait beaucoup de confrontations entre les migrants et les Marocains. Et puisque tu as posé la question sur les migrants, je pense que l'État espagnol qui parle bien l'Union européenne, qui parle de la question des droits humains, pourquoi ils n'ont pas questionné l'État marocain sur la situation des migrants lors du Covid, lors de la pandémie? On a parlé que lors des pandémies, tout le monde doit rester à sa maison, il doit être vacciné, on lui a donné de l'aide, mais personne n'a parlé des migrants. Où est-ce que sont passés les migrants pendant toute la période de la pandémie? Personne n'en parle. Le Maroc a reçu beaucoup d'aide à cause de la question de la pandémie, pour un petit peu essayer de développer beaucoup de choses, mais il n'a jamais donné de statistique combien de migrants subsahariens étaient vaccinés. Combien de migrants subsahariens ont reçu le traitement parce qu'il était malade de Covid. Combien de migrants subsahariens est mort à cause du Covid. Il y a eu aussi beaucoup de migrants, je pense, qui ont été arrêtés Oui. et enlevés en bus et mis Oui, la dans des déportation, logements, c'est dans des prisons, dans des lieux inacceptables. Mais personne n'en parle. C'est comme si lors de la pandémie, ça concerne uniquement les citoyens marocains. Alors la pandémie, c'est une pandémie. Una cosa especialmente grave es la situación de estos 60-70 desaparecidos que no sabemos si están en Casablanca porque los llevaron allí, si los han llevado al desierto a zonas militares como tú dices y han muerto ahí, si están en una fosa común en Nador. ¿Qué se puede hacer? Porque si mal no recuerdo, este tema saltó incluso a la Organización para la Unidad Africana. ¿Qué seguimiento se puede hacer de eso? Porque no se deberían olvidar que han desaparecido 70 personas. ¿Dónde están? Ils demandent en fait pour les 70 personnes disparues, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici depuis l'Espagne? Oui, on doit faire la pression sur l'État marocain et même sur l'État espagnol. Parce que l'État espagnol et l'État marocain, ils ont tous les vidéos, ils ont tout enregistré. Mais malheureusement, ils ne veulent pas donner la réalité de ce qui s'est passé. Donc on doit... Et d'ailleurs, le Parlement européen, ça fait maintenant plus que 6 mois, qu'il demande au ministre de l'Intérieur espagnol de donner la réalité de ce qui s'est passé à Melilla. Et il ne répond pas toujours à cette question concernant Melilla. Et dans ce sens-là, l'AMDH avec le Forum social maghrébin, on va organiser un forum social migration. Ça sera le 22, 23, 24 juin, à l'occasion des problèmes de Melilla. Et on essaie un petit peu de voir la possibilité d'avoir des activités à Nador et à Melilla. À juin de cette année? Oui. À l'occasion d'une année après le drame de Melilla, on est en train de travailler pour qu'il y ait un forum sur l'immigration et qu'on va pencher sur la question de Melilla, c'est-à-dire des activités à Nador, et on cherche un peu s'il y a la possibilité de faire la même chose à Melilla, parce que la responsabilité, elle est partagée. Bien sûr, por supuesto. Bueno, nos interesa la cuestión de Marruecos también, como aunque has
hablado algo de eso, del racismo en Casablanca, pero nos interesa si puedes hablar un poquito más de Marruecos como lugar de refugio, tanto de migrantes subsaharianos, ya en la cuestión... Non, je pense que c'est pas ça. À Casa, ce sont des compagnies qui sont manipulées par l'État marocain. Parce que c'est pas par hasard qu'on parle la même chose en Tunisie, avec le président tunisien, au Maroc, en Libye, en Égypte, on parle le même langage. Donc c'est pas quelque chose qui vient au hasard. C'est quelque chose qui est bien instrumentalisé. Tout simplement, on prépare la population pour que déplacer le travail des frontières et qu'on pousse ces pays-là à jouer le rôle de gendarmes dans la région. Parce que c'est pas une compagnie à Casablanca, c'est une compagnie depuis le Maroc jusqu'à l'Égypte, le même langage, le même problème, tout simplement, c'est une préparation de terrain pour que ces États-là puissent prendre des décisions draconiennes contre les migrants. Et pour les réfugiés sudanais et syriens? Pour les réfugiés syriens, il y a une particularité. Parce qu'il y avait le congrès des amis de la Syrie, là il y avait des subventions de l'Arabie Saoudite, des Émiratis et tout ça, donc ils ont allégé un petit peu la situation des Syriens. Mais pour les Soudanais, la situation elle est très difficile. Les Soudanais et les Yémenis. On ne parle pas du Yémeni, mais les Yémenis sont des réfugiés de guerre, mais personne n'en parle. Tanto sudaneses como yemeníes y sirios tienen estatus de asilo político cuando están en Marruecos o no tienen ningún papel. Non, ce sont des migrants comme des migrants, parce que même la CR ne joue pas son rôle de manière adéquate. Elle essaie un petit peu d'aller dans le sens de l'État marocain. Alors que pour les Soudanais et les Yémenis, et même les Syriens, ce sont des réfugiés de guerre, donc ils doivent avoir ce statut de réfugiés. Mais ils n'ont pas. Nos interesa si nos puedes hablar un poco de los migrantes marroquíes, tanto el cruce de frontera con España como la situación aquí, tanto la responsabilidad del Estado español como el interés que se toma el Estado marroquí por los migrantes marroquíes aquí, tanto los que cruzan la frontera sin papeles como las trabajadoras, por ejemplo, de la fresa que vienen con convenio. Non, je pense que pour la situation des migrants ici au Maroc, il faut faire la différence entre trois catégories. Il y a les migrants qui ont des statuts légaux, qui vivent d'une manière normale, et ici, c'est la responsabilité de l'État marocain qui ne veulent pas les reconnaître comme des citoyens à pleine citoyenneté. Tant que les résidents marocains en Espagne ne votent pas pour le Parlement, ne votent pas dans les débats politiques, donc ils n'ont pas de citoyenneté complète. C'est la responsabilité de l'État marocain. Pour la deuxième catégorie, sont les migrants qui sont des migrants clandestins, bien qu'ils n'ont pas de situation légale. C'est la responsabilité du Maroc, c'est la responsabilité de l'Espagne. Mais le plus important, ce sont ces gens-là, surtout les femmes qui viennent travailler et reviennent au Maroc. Parce qu'ils ont une situation très ambiguë. Est-ce qu'on va les considérer comme des migrants, ou bien sont des migrants temporaires, ou bien c'est une main-d'œuvre qui vient travailler et doit revenir au Maroc. Leur situation elle est très délicate. D'ailleurs, le rapporteur spécial sur la pauvreté a dit une phrase très claire. Il a dit que je n'ai jamais vu de conditions de travail très mauvaises que celles des travailleuses de Huelva et de toute cette région. Donc c'est une honte, c'est pas pour le Maroc, c'est pour l'Espagne et pour toute l'Union européenne. Et même les conditions de ces femmes-là, ce sont des conditions qui ne répondent pas aux normes de droits humains. Donc comment l'État espagnol accepte que des Marocains signent sur des conventions avec des patronats espagnols qui ne répondent pas aux normes des contrats de travail. Et même, par exemple, la cotisation de ces ouvrières dans les caisses de sécurité sociale en Espagne, quel est le sort de ces cotisations lorsque ces femmes reviennent au Maroc? Où est-ce qu'elles veulent passer cet argent-là? Comment ils peuvent jouir des fonds qui ont déboursé à ces caisses-là? Personne n'en parle. Et dernièrement, Sanchez, lors de sa dernière visite au Maroc, il a commencé de parler qu'on va ouvrir l'exemple des ouvrières de Huelva, on va ouvrir aussi pour la question touristique. Ceux qui travaillent dans le tourisme, ils peuvent venir ici en Espagne et travailler pendant 3 mois et revenir au Maroc. Mais personne ne sait comment on va établir ces contrats,
quelles sont les conditions pour que ces jeunes viennent travailler au Maroc, viennent travailler en Espagne. Ce sont beaucoup de choses là où il y a beaucoup d'ambiguïté et je pense que c'est là le rôle du syndicat. Par exemple, la question c'est très clair, que fait les syndicats espagnols pour ces ouvriers? Est-ce qu'ils ont une place dans les instances? Est-ce qu'ils ont une place dans les programmes? Et nous, à la MDH, on est prêt d'avoir une certaine coopération entre le syndicat pour travailler avec ces femmes-là afin qu'ils puissent demander leurs droits d'une manière légale, soit ici en Espagne ou bien au Maroc. On est prêt à travailler, on a un peu d'expertise, on a beaucoup travaillé avec les ouvrières agricoles à Souss-Messa, à Larrache, dans pas mal de régions. Donc on peut développer quelque chose ensemble de telle manière à aider ces femmes-là à avoir leurs droits. Depuis le débat sur les critères de choix, sur le contrat, sur les déplacements, les conditions de travail et après la fin du contrat. On est prêt à collaborer si le syndicat est prêt, on est prêt à mettre notre savoir-faire avec le syndicat parce que le plus important, bien l'importance du syndicat, c'est la défense des droits des ouvriers et des ouvrières. Et ce sont des ouvrières qui ont besoin de soutien. Una cosita, tenemos que ir casi acabando porque están esperando Teresa y Vale. Shaki. Una preguntita para finalizar esa pregunta. Les ouvrières, quand elles partent au Maroc, je suppose qu'elles signent leur contrat là-bas, savent-elles quels sont leurs droits? Savent-elles quels sont leurs droits? Savent-elles ce qu'elles signent et l'accord qu'il y a entre l'Espagne et le Maroc? Rien ne filtre. Parce que 90% de ces ouvrières, elles sont des analphabètes. Ils ne savent même pas lire l'arabe. Donc comment elles peuvent lire un contrat en espagnol ou bien en français, même écrit en arabe, sans avoir à côté d'eux des défenseurs des droits humains qui dénoncent ou bien qui ont une vision très claire sur ces contrats-là. Ce sont des contrats secrets, soit le contrat entre l'État marocain et l'Espagne, ou bien entre les patrons et les ouvriers. Si pudieras comentar algo acerca de la desigualdad en Marruecos, desigualdad social y algo que nos interesa especialmente también es la fortuna de la monarquía, el dinero que posee el rey de Marruecos, los palacios que tienes. Non, je pense que c'est une question que de temps à autre elle apparaît. Il y a un budget annuel qui passe par le Parlement, qui est dédié au roi, mais je pense que pas mal de presse, surtout Forbes, chaque année lorsqu'elle sort Forbes, elle parle de pas mal de riches, mais elle ne parle pas du roi. Donc ce sont des choses qui sont très difficiles à avoir des chiffres très clairs pour parler, il a ça ou bien il a ça. Donc je pense que même c'est la responsabilité, maintenant c'est une responsabilité internationale, parce qu'on doit avoir une idée claire sur ces comptes-là de tous les politiciens du monde. Nos interesaría saber un poco acerca de la situación de la mujer en Marruecos. Una cuestión que nos interesa es la situación pues, de madres solteras. Non, je pense que la question de la femme, lorsqu'on parle qu'il n'y a pas de droit, c'est pas de droit de tout le monde. Et lorsqu'on parle qu'il y a une répression de droits, les tranches vulnérables subissent plus de pression. Et la femme, c'est le groupe le plus vulnérable, c'est pas au Maroc, mais partout dans le monde. Mais il n'y a pas de programme spécial pour améliorer la situation de la femme. Je parle de la femme. En général, lorsqu'on parle des femmes célibataires, c'est plus pire. Même le Moudouana, on a beaucoup parlé de Moudouana, on va faire beaucoup de choses. Il y a des textes, mais il n'y a pas d'application. C'est comme par exemple le mariage des mineurs. Il y a pas mal de textes qui ont sorti sur le mariage des mineurs, c'est quelque chose qui s'exerce toujours. Donc on a besoin de travail de fond sur tout ça, et ce n'est pas la responsabilité uniquement de la société civile marocaine, c'est la responsabilité de la société civile en général. Nos interesa también saber un poco acerca de los derechos de diversidad sexual, por ejemplo la homosexualidad, si se enfrentan a prisión, si hay represión, tanto social como política. Oui, j'ai parlé des tranches vulnérables, ce sont des tranches qui... Parce qu'on n'a même pas arrivé à changer la loi, parce que la loi marocaine, elle pénalise l'homosexualité. On n'est même pas arrivé à changer cette loi-là qui existe toujours, 475. Tant qu'on n'a pas changé cette loi, c'est très difficile d'aller pour changer les mentalités. Au moins, on doit assurer une protection pour ces groupes-là. La communauté LGBT, ils n'ont même pas le droit de faire une association qui les défend.
nos interesa también la cuestión de la crisis climática. En España ya estamos viviendo sequías muy fuertes y según los informes de la ONU son realmente aterradores, y si hay países más afectados que España es Marruecos, que está al borde del desierto. Si se nota ya el impacto y qué perspectivas hay, y si hay movimientos sociales que estén poniendo ya esa cuestión. Pour les mouvements, oui, il y a des mouvements qui travaillent sur la question climatique, même si j'ai une vision un peu différente. La question du changement climatique doit trouver une solution internationale. Parce que ce n'est pas question du Maroc, ce n'est pas question de l'Espagne. Si on parle de la durabilité, on doit parler de la durabilité du système entier. Je vais donner un exemple. Cette année-là, en 2022, le Maroc a exporté à l'Europe 40 000 tonnes d'avocats. 40 000 tonnes d'avocats, tout en sachant que pour avoir 1 kg d'avocat, on a besoin de 1000 litres d'eau. Ça veut dire que le Maroc a exporté vers l'Europe 40 millions de mètres cubes d'eau. Lorsqu'il y aurait une sécheresse au Maroc, qu'est-ce qu'ils vont faire les Marocains? Ils vont émigrer vers l'Espagne. Même la politique d'Espagne d'encourager pas mal de sociétés espagnoles d'aller investir au Maroc dans le fraise, dans l'avocat, dans pas mal de choses, et essaie un petit peu de préserver la nappe phréatique en Espagne, mais il oublie que s'il y a la sécheresse au Maroc, les Marocains vont migrer. Donc tu ne protèges rien. Donc on doit avoir un consensus dans la région afin d'avoir un développement durable. Ce n'est pas un développement durable pour un pays ou bien pour un autre. Parce que lorsqu'il y a une crise dans un pays, c'est sûr qu'il va retomber sur d'autres pays. Si pudieras hablar un poco de la cuestión de la deuda externa de Marruecos, y otra cuestión es si tenéis noticia de algo que están empezando a mover aquí algunos movimientos que luchan contra la crisis climática, que es algo que llaman deuda por el clima, que es que los países del norte deben cancelar la deuda con los países del sur porque los países del norte tienen una deuda ecológica con el sur. Non, je pense que la question écologique, ça nécessite premièrement un travail scientifique. Parce que si on parle du point de vue climatologie au Maroc, la division qui était dans les années 50 n'est plus. Parce qu'on parle d'un subhumide, d'un humide, d'un semi-aride, aride et le saharien. Maintenant, au Maroc, on a un climat saharien et un climat aride. C'est tout. La crise, la problématique de l'eau se pose d'une manière très importante. Malheureusement, on s'est dernièrement commencé à parler qu'on ne va pas installer des stations de dessalement et tout ça, mais il n'y avait pas une étude sur l'impact de ces stations de dessalement sur l'environnement. C'est l'exemple de l'Arabie Saoudite. Ils ont beaucoup travaillé sur le dessalement, mais ils ont tué la mer Rouge. On a peur que la Méditerranée va subir le même sort. Parce qu'il ne suffit pas, parce que lorsqu'on fait le processus de dessalement, on a du sel qui reste, ce sel il est rejeté dans l'eau. Et ça fait augmenter le taux de saleté dans l'eau et pas mal d'espèces qui disparaissent. Donc c'est une question qui nécessite un travail scientifique, et le travail scientifique doit être décliné vers des politiques bien concrètes, parce que si on revient même sur ce débat écologique, où est-ce qu'on est de l'accord de Paris? Où est-ce qu'on est sur beaucoup de promesses qui ont été données aux pays du Sud pour un petit peu essayer d'avoir des politiques durables ou bien quelque chose comme ça. Tout simplement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore un fonds pour travailler sur la durabilité de beaucoup de choses. Vamos a ir ya cerrando, nos quedan dos preguntas. Que se me está acabando el vídeo. Acerca de las relaciones de Marruecos con otros países, sobre todo monarquías absolutas como Arabia Saudí, y la cuestión de Palestina. Non, je pense que la question de Palestine, nous, en tant que société civile, on est contre toute cette relation-là. Mais la monarchie a vu que ses intérêts, c'est avec Israël, mais dans la rue, personne n'est avec ces accords-là. Tout le monde rejette ces accords-là, tout le monde reconnaît l'État israélien, entre parenthèses, comme un État d'apartheid, et il n'a pas de place dans la région. Notre position, elle est très claire. Et le dernier point que je veux évoquer, du 9 au 15 octobre 2024, il y aurait l'assemblée du FMI de la Banque mondiale à Marrakech. On est en train de préparer un contre-sommet et votre syndicat est la bienvenue s'il veut adhérer à cette activité, parce que c'est la première fois que la Banque mondiale et le FMI vont faire leur congrès à Marrakech. Ils vont traiter la question du développement en Afrique. Donc c'est le temps un petit peu de manifester contre le FMI et la Banque mondiale, parce que ce sont les causes des crises dans pas mal de pays. Donc on vous invite à nous joindre entre le 9 et le 15 octobre 2023.
bien sûr, ça sera bien intéressant. Ça. Merci. Et dernière question, c'est la fermeture des frontières à Ceuta et Melilla et pour lutter contre les, je ne sais pas comment se dit en français, mais quel est el contrabando de mercancías, telas y cuál es el impacto, el cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla, la exigencia de visados de las poblaciones que eran cercanas como Castillejos, Tetuán, Nador, y cuál es el impacto en la población de esas zonas, en la población marroquí y qué perspectivas hay, si se sabe. Je pense que c'est une fermeture qui n'était pas bien étudiée, parce qu'il y a pas mal de familles qui vivent sur l'échange entre Ceuta, Melilla, entre Melilla et Nador c'était pas très palpable, mais entre Ceuta et Tanger, Tétouan, les régions étaient très palpables. Pas mal de gens qui ont perdu leur travail, soit d'une manière directe ou bien indirecte. Il y a pas mal de restos qui ont fermé, pas mal d'écoles qui ont fermé, pas mal de gens qui envoient leurs enfants dans les écoles privées, ils étaient obligés de les retirer au public. Il y avait un impact très néfaste sur la situation des gens. Tout ça n'était pas étudié. Et ici, c'est la responsabilité des deux pays pour les perspectives. Je pense que j'ai peur d'avoir un jour un Daesh dans la région. Bon, Là, on termine. C'est fini, c'est fini. Shukran jazilan, merci beaucoup. J'espère bien que j'ai répondu Shukran à tous vos jazilan. questions. Muchas gracias.